faire un 5-4-3-2-1 Ok. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de communication politique aujourd'hui, et plus particulièrement des enjeux, stratégies et impacts sur la population. Donc, à travers deux invités qui sont venus aujourd'hui. La conférence sera animée du coup par Léo Valente, Bloen Roudot, moi-même, Yanis Quero et Martin Tubeuf à mes côtés. Alors, nous allons commencer par Erwan Karalou qui va pouvoir se présenter. Il est élu à la ville de Gouesnou. Il va pouvoir se présenter, parler un petit peu de son parcours pour commencer. Bonjour à tous et puis merci pour cette invitation. Effectivement, je suis élu à la ville de Gouesnou, conseiller municipal notamment à la communication. J'ai commencé assez tôt, en fait à 15 ans, j'ai commencé à m'intéresser à la politique. D'abord sur un biais environnemental et ensuite j'ai commencé à regarder effectivement comment s'organiser la politique au niveau national. Puis une fois que ce sujet m'a pris pas mal de temps, je commençais à m'investir dans des mouvements de jeunesse politique. Et là m'est venu l'intérêt pour la politique locale, notamment dans ma ville, à Gouesnou, là où j'ai grandi. Et donc, du coup, effectivement, j'ai commencé à m'intéresser à ce mandat local, à comment s'organiser la politique à l'échelle d'une ville. Et parallèlement à ça, j'ai continué mon parcours professionnel parce qu'à cette époque-là, j'étais auto-entrepreneur. Je faisais de la communication, de la communication pour les entreprises. Et donc, du coup, j'ai commencé à accompagner les uns et les autres dans leurs projets entrepreneuriaux pour communiquer sur leurs projets, sur leurs entreprises. Et j'ai débuté en 2020 mon mandat à Gouesnou en tant que conseiller municipal. Ensuite, j'ai fait une reprise d'études où je suis passé par un bachelor en communication qui m'a permis de valider mes compétences suite à mon expérience aussi professionnelle en tant que consultant. Et je suis arrivé ici au Brest Open Campus à l'IFAG en master de management où j'ai appris beaucoup de choses aussi, notamment sur effectivement l'organisation des structures, ce qui est aussi intéressant sur la communication politique, on y reviendra peut-être, mais voilà pour un petit peu mon parcours. Maintenant, je suis consultant indépendant après avoir été commerçant sur la ville de Brest et toujours élu jusqu'à la fin du mandat qui se termine dans un an. Voilà. Ok, merci beaucoup du coup pour cette présentation. Et ensuite du coup notre deuxième invité qui va pouvoir se présenter, donc qui est Christelle Bonny, Bonjour, entrepreneur et merci militante. pour l'invitation. Alors moi, j'ai de l'avance parce que j'ai quelques années de plus. Donc j'ai aussi commencé par de la communication. J'ai été communicante pendant longtemps avant de basculer dans le domaine des startups et de l'innovation. Et donc de rejoindre un secteur qui est extrêmement politique puisqu'il s'agit de l'intime et de la sexualité. Donc c'est une autre approche de la dimension politique, mais elle est importante. Et puis en 2017, j'ai été élue suppléante du député de Brest. Donc j'ai été aussi attachée parlementaire. Et j'étais aussi sur la liste lors des dernières municipales. Et actuellement, je m'occupe, puisque c'est notre sujet du jour, je fais plein de choses, mais je m'occupe aussi de la communication d'un projet qui s'appelle Mon Brest, et qui est un projet qui est porté par une association qui s'appelle Plateforme BZH, qui a été créée en 2019 par Stéphane Roudot, donc qui est aussi une association politique. Ok, merci beaucoup. Du coup, on va commencer la partie questions avec l'impact des réseaux sociaux. Est-ce que je vous laisserai décider si vous voulez parler en particulier. Comment les plateformes numériques redéfinissent-elles la communication politique? Est-ce que vous avez un avis là-dessus? Peut-être commencer du coup avec Erwan, s'il a un avis là-dessus. Alors c'est une grande question parce que déjà les plateformes numériques, ça inclut pas mal de choses. Elles ont évolué au fil du temps. On voit, si on compare les différentes campagnes électorales, notamment au fil des dernières années, que la communication a énormément évolué, notamment dû aux plateformes numériques, sans passer par la politique française. Si on regarde aux États-Unis les campagnes, Barack Obama, lorsqu'il a été élu, la première campagne était une campagne vraiment de terrain. Ça a été énorme. Ils sont aidés d'outils numériques, notamment pour justement planifier l'organisation de leur campagne sur le terrain. Mais effectivement, elle s'est faite surtout au contact des gens. Maintenant, si on regarde les dernières campagnes, notamment celle de Donald Trump et de Joe Biden, effectivement, les plateformes numériques et notamment vraiment les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook, TikTok, ont énormément influencé leur campagne. Ils ont investi énormément d'argent dedans. Donc, effectivement, ces dernières années, ça a
beaucoup redéfini la communication politique. Ça a redéfini aussi le rapport de la population aux élus et aux personnalités politiques. D'une certaine manière, aujourd'hui, les élus qui sont très présents sur les réseaux sociaux, qui sont actifs et, entre guillemets, de la bonne manière, la population a un sentiment d'être plus proche d'eux que des politiques qui n'y sont pas. On va rapprocher ça un petit peu aussi des influenceurs. Je sais qu'on va en parler un petit peu plus tard, mais aujourd'hui, on a beaucoup de personnes dans la population qui se sentent proches d'influenceurs, de personnalités publiques qui sont sur les réseaux. Ben, mine de rien, il y a un petit peu cette même sensibilité entre la population et certaines personnalités politiques qui sont actifs sur les réseaux sociaux. C'est vrai que ça peut se voir du coup en France, dans la politique française, c'est beaucoup plus tendance maintenant. Il y a beaucoup de gens qui connaissent des personnalités politiques, mais aussi qui connaissent leurs actions, alors qu'avant on connaissait plus de noms que d'actions. Et c'est vrai que ça se voit beaucoup. Ben, merci du coup Erwan pour cette intervention. Est-ce que Christelle, vous auriez un avis du coup là-dessus sur comment les plateformes numériques redéfinissent-elles la communication politique? Je crois que moi, malheureusement, il y a globalement ça a fait beaucoup de mal à l'esprit critique. Et donc, un appauvrissement quand même intellectuel, puisque par définition, un réseau social ne vous montre que ce qui vous intéresse. En fait, on n'a plus habitué à débattre, on n'est plus dans le débat d'idées. On est devenu dans un système très binaire. On est pour, on est contre, on aime ou on déteste. Il n'y a plus de nuances, il n'y a plus de débat. Et vraiment, je trouve que ça, c'est très triste. Et souvent, les gens aussi oublient que derrière, en fait, il faut toujours... en communication pour décrypter, savoir d'où on parle et qui parle et pourquoi. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux, ils sont aux mains de certaines personnes qui ont des valeurs qui sont quand même parfois, on peut dire, discutables. Et on sait que des comptes, par exemple, masculinistes ou des comptes de droit vont être beaucoup mieux mis en valeur et pas, par exemple, shadowban ou interdit sur Instagram ou sur Facebook par rapport à d'autres comptes qui vont être, par exemple, d'expression féministe ou autre. Donc, en fait, ce ne sont pas des outils qui permettent vraiment de se construire, à mon avis, une réelle pensée politique. Donc, je pense que l'influence est assez néfaste. Et c'est vrai qu'on est aussi dans cette culture du bad buzz. En fait, on ne vérifie pas forcément les informations. Et on va aller chercher la petite phrase, on va aller chercher, et au final, on voit les chiffres de défiance. Je crois qu'il y a 14% des Français qui font confiance au président de la République ou à leurs députés. Les seuls qui s'en sortent à peu près bien, ce sont les maires, parce qu'ils sont en proximité. Voilà, ce que c'est pas une bonne nouvelle en fait pour la démocratie. Oui, et puis comme vous dites, c'est vrai que les chiffres aussi, le président de la République, on voit beaucoup de représentation aussi, alors que les maires, on n'a pas forcément non plus de communication extrêmement lourde là-dessus. On les voit pas sur nos algorithmes naturellement. Il y a beaucoup de choses aussi qu'on voit pas, alors que le président de la République, les ministres, etc. Il y a beaucoup de contenus qui sont faits sur eux. On les voit beaucoup sur les réseaux sociaux, on les voit beaucoup sur les médias. Donc c'est vrai qu'il y a vraiment une très grosse pression aussi qu'il n'y a pas forcément encore sur les maires. Ça, c'est que ce que disait Erwan, c'est que les maires restent encore dans la proximité. Il y a des outils de proximité qui ne sont pas forcément du numérique, ils vont peut-être prendre le temps d'un peu plus décrypter, comme les journaux, enfin des choses. Il y a vraiment de la valeur sur des supports qui ne sont pas du numérique. Maintenant, toutes les villes et tous les maires sont sur les réseaux. Mais voilà, c'est la confiance parce qu'on le voit, ils sont beaucoup plus incarnés en fait. Pour rebondir sur ce que disait Christelle, c'est vrai qu'il y a une vraie problématique sur comment sont gérés les réseaux sociaux, comment sont gérées ces plateformes-là, parce qu'effectivement, il y a certains réseaux sociaux dont on n'entend pas énormément parler de la gestion, il y en a d'autres un petit peu plus, on va parler de X par exemple. C'est une stratégie politique aussi d'acheter un réseau social pour en faire un petit peu ce qu'on veut. Quand Elon Musk rachète Twitter pour en faire X et en faire un outil, mine de rien, de propagande pour Donald Trump, c'est une stratégie de communication politique. Maintenant, il y a effectivement à l'échelon local, comme disait Christelle, il y a une question pour avoir de l'impact, il faut la petite phrase et en fait, ça va être beaucoup moins nuancé, ça va être beaucoup moins réfléchi, etc. Et la recherche du bad buzz, comme elle disait, elle est de plus en plus présente. Et c'est effectivement une vraie problématique parce que quand on communique sur différentes plateformes numériques, il va falloir savoir, nous en tant que communicants, si on va chercher à faire quelque chose de développé, de très juste et quitte à perdre un petit peu d'audience,
ou si on va raccourcir, on va faire plus impactant. Certains vont avoir un petit peu moins de moralité là-dedans que d'autres à chercher l'impact sans avoir de justesse, sans avoir de vérité dans leurs propos. Mais effectivement, pour que ce soit impactant, pour qu'il y ait une audience forte, effectivement, de plus en plus de personnalités vont chercher la phrase peut-être malsaine, etc. Eh bien, très bien. Je vais peut-être vous amener sur la prochaine question, maintenant qu'on a pu parler de tout ça. On pourrait faire 3 heures sur chaque question. C'est vrai, ça a été très long. C'est vrai on en a un petit peu parlé déjà. On peut peut-être passer à la suivante directement, ça passe très bien. Après, sur cette question-là du leadership et de l'image, il y a des choses qui me semblent aussi, encore une fois, dangereuses, et ça rejoint ce manque maintenant de réflexion, puisque on voit qu'actuellement, sur les plus jeunes, qui sont la population qui ne va pas forcément voter, ceux qui vont aller voter sont plutôt des électeurs d'extrême droite, avec une vision qui va s'arrêter, notamment par exemple sur un électorat féminin. Et mon cœur de féministe pleure en vous disant ça, mais en disant ouais, Jordan Bardella, il est beau. Donc il y a déjà eu des moments dans l'histoire où des présidents américains étaient des beaux gosses, acteurs de cinéma, et on leur a dit qu'ils avaient gagné des élections sur leur sourire. Mais là, c'est quelque chose d'assez grave. Et on sait aussi que dans l'histoire des médias, ce sont toujours les partis d'extrême droite ou gauche, peu importe, qui ont en général eu une longueur d'avance sur la maîtrise des nouveaux outils. Et c'est là où on se demande pourquoi, et c'est là où c'est insidieux. Donc il ne faut pas sous-estimer effectivement la manière dont ils les utilisent pour se montrer en toute superficialité, puisque en fait, ils ont des gens qui ne réfléchissent plus. Puis c'est vrai qu'il y a quelque chose que vous avez amené tous les deux, qui est le phénomène des chambres d'écho, où justement la jeunesse, du coup, naturellement se polarise plus vers la droite ou vers la gauche, et du coup, naturellement, voit plus des choses qui la confortent là-dedans. Et donc c'est vrai que, comme on l'avait dit, ça peut poser des problèmes d'impartialité, mais surtout, du coup, le rôle des réseaux sociaux est beaucoup plus lourd qu'à l'époque. Donc c'est vrai que c'est un vrai changement de paradigme, quoi. Voilà. Je laisse la parole, du coup, pour la prochaine question. Merci beaucoup. Alors du coup, on va pouvoir changer un peu de sujet. Bon, on va parler toujours de la communication, bien sûr, mais un sujet qu'on va dire qui fâche un peu plus, parce que forcément, tout peut être parfait, mais des fois, il peut arriver des choses. Et donc là, on va beaucoup plus parler de communication de crise. Donc la question que je vous pose à vous deux, du coup, c'est comment, pour vous, les responsables politiques gèrent-ils leur image en période de turbulence ou de scandale? Donc on peut imaginer, pas par exemple sur vous, ou peut-être ce que vous avez pu, des amis ou des connaissances peut-être, je sais pas. Alors, j'ai eu à gérer une situation de crise avec le député qui s'était à un moment donné fait piéger par un journaliste parce que le micro n'était pas débranché, et quand un journaliste parfois vous dit que c'est du off, ça n'est jamais du off. Mais souvent, la meilleure stratégie en communication de crise, c'est de ne pas réagir. Et de ne rien faire, en tout cas dans un premier temps. Parce que on est aussi dans cette époque des réseaux sociaux, et on voit des conspirations partout. Et en fait, dès qu'on commence à dire quelque chose, c'est donc si je dis quelque chose et qu'il se justifie, c'est forcément du coup que c'est vrai. Donc en fait, à un moment donné, c'est même quand on essaye de dire et quand on veut dire la vérité, souvent en fait. Donc en général, la bonne approche, à mon sens, c'est de prendre le temps et de regarder en combien de temps ça passe, parce que souvent en fait, on voit un post, je crois que c'est 8 minutes de durée de vie sur X. Donc voilà, jusqu'où ça va, quelle ampleur ça a. Et après, je pense que les réponses, elles ne doivent pas forcément venir des réseaux sociaux, mais si on veut poser des choses, elles doivent venir, à mon avis, d'autres médias. Et comment là, je fais de la gestion de relations presse, comment je fais de l'influence, et comment je vais rencontrer des journalistes pour faire des messages construits qui puissent être répercutés. La réponse à chaud sur les réseaux sociaux, je pense que c'est la pire des choses à faire. Je suis assez d'accord. Je pense qu'il n'y a pas de recette secrète, peu importe le scandale, peu importe la turbulence. Lorsqu'il y a une communication de crise, je ne pense pas qu'il y a effectivement une méthodologie parfaite. Ça dépend systématiquement de la problématique qui est traitée. Maintenant, s'il y a bien effectivement un élément à faire à chaque fois, c'est de prendre le temps, de poser, de voir comment ça évolue. Systématiquement, comme dit Christelle, une affaire, un scandale, pour beaucoup, ça ne va pas durer longtemps, même lorsque ça sort dans des médias nationaux, etc.
Souvent, ça va durer une journée, 2 jours, 3 jours maximum. C'est très rare qu'un scandale, qu'une grosse affaire dure plus de 3 jours parce que systématiquement, elle est remplacée par un autre sujet. Maintenant, c'est là où il faut toujours faire attention et évaluer l'ampleur que ça peut prendre. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un scandale qui apparaît, lorsqu'il y a une problématique qui vient être mise sur la table, il faut tout de suite effectivement réunir ses équipes et réfléchir. Savoir est-ce que c'est un gros problème, est-ce que c'est un petit sujet, est-ce que c'est un détail. Si c'est un détail, effectivement, la majorité du temps, la bonne réponse, c'est de ne pas répondre, de ne pas réagir, de laisser couler et de laisser passer. Maintenant, ce qui marche le plus souvent quand même, et ce qui est le mieux selon moi, c'est la transparence et d'admettre quand on fait des erreurs, d'admettre quand on ne sait pas. On va prendre par exemple Édouard Philippe qui, pendant la crise Covid, une des choses qui a plu à la population, c'était de dire « je ne sais pas ». Et ça, c'est quelque chose qui est assez fort en fait, parce qu'on a l'image des personnalités politiques qui sont sachantes, qui savent tout, qui affirment et qui ne nuancent que très peu. Et effectivement, du coup, venir dire je ne sais pas, venir dire je me suis trompé, nous c'est le cas à Gouesnou, effectivement, notre maire Stéphane Rodotte, quand il y a quelque chose qu'on n'a pas pu faire, qu'on a mal fait, qu'on a raté, eh bien, il vient le dire, il vient l'affirmer. On fait nos vœux à la population en chaque début d'année. Et s'il y a quelque chose qui s'est mal passé, il l'affirme. Il le dit, bon bah voilà, là-dessus on s'est trompé, on a fait erreur, on va faire machine arrière, on va faire différemment. Mais voilà, je pense que assumer ses erreurs, être dans la transparence, être dans la vérité, c'est peut-être la chose qui marche le mieux en toute situation. Et juste notre rôle de communicant dans ces moments-là, souvent le premier, c'est de dire aux personnes avec lesquelles on travaille, c'est faire comme s'ils avaient des moufles et de rester très loin de leur clavier. Parce que quand on parle vraiment de gestion de crise qui peuvent les toucher, c'est des gens qui ont forcément de l'ego et qui sont souvent beaucoup plus sensibles que ce qu'on croit. Et donc on a tout de suite envie d'eux parce qu'on est blessé et à titre personnel. Et c'est là où il faut qu'on aide à prendre du recul et justement pour ne pas réagir dans l'émotion. Parce qu'en fait, c'est ça le problème aussi des réseaux sociaux, c'est qu'on n'est pas dans l'information, on n'est pas vraiment dans la vérité des choses, on est souvent dans l'émotion. Et ça, c'est très dangereux. Bah alors du coup, vous avez un peu empiété sur ma prochaine question, mais alors c'est pas grave, du coup je vais parler de autre chose, une petite question ouverte que je viens juste de penser. Est-ce que vous avez déjà eu forcément, que je crois que vous avez dit du coup, Christelle, que vous avez déjà vécu, vous êtes déjà occupé de la crise du personne responsable, c'est ça? Est-ce que vous arrivez à prendre sur vous, ou est-ce que par exemple, ça arrive des fois qu'on doit défendre une personne, je suppose qu'on n'est pas forcément d'accord, mais c'est notre travail, et je veux savoir si ça vous est déjà arrivé peut-être. Si vous arrivez à prendre sur vous, si vous faites non, c'est pas possible, ou des fois juste, on fait juste son travail parce qu'il faut faire son travail. Alors on est communicant, hein, pas avocat. Effectivement, oui, c'est vrai. Donc on a toujours, je pense, une liberté, un droit de retrait. En tout cas, moi, c'est le bilan de ce que je fais, c'est qu'au final, je suis beaucoup plus militante que politique, justement à cause de ça. C'est-à-dire, je veux rester libre dans mes propos et dans mon expression, et je pense que c'est le meilleur service que je peux rendre aux personnes pour lesquelles je travaille, puisque c'est mieux de dire à quelqu'un, je pense, la vérité des choses plutôt que de lui dire oui, tu es formidable et tout va bien. Je pense qu'on n'avance pas, on n'avance pas beaucoup comme ça. Donc il faut exprimer son point de vue. Après, oui, il y a des fois où on est obligé, on travaille avec quelqu'un, on n'a pas forcément toujours les mêmes valeurs ou la même expérience, on n'a pas, et puis il faut savoir écouter, on n'a pas toujours non plus tous les arguments. Maintenant, si la question c'est les stratégies pour maintenir la confiance du public, j'aimerais en fait que, comme l'a dit Erwan, la vraie stratégie ce soit toujours d'être dans la vérité, dans la sincérité. On n'en serait peut-être pas là en temps de défiance dans le politique si on avait eu ce courage-là. Je rejoins le courage qu'a eu Édouard Philippe pendant la crise du Covid de dire je ne sais pas, ou on n'a jamais géré ça. Et moi, maintenant, je pense que si on veut raccrocher un peu les wagons, il faudra aller vers un peu plus des discours de vérité que les gens attendent, même si ça pique. Mais voilà, on est dans une période qui pique. La transparence fonctionne, mais il n'y a pas de vraie recette, comme tu as dit, pour régler ce genre de problème. Ce n'est pas une solution magique, on va dire. C'est ça, je pense qu'effectivement, peu importe la proximité qu'on a avec les gens, peu importe la situation, pour que les gens aient confiance, en fait, il faut leur dire les choses telles qu'elles sont. Je pense que essayer de cacher les choses ou de noyer le poisson,
ça ne marche jamais. Il y a certains journalistes qui arrivent à tirer les verres du nez à certaines personnalités politiques où effectivement ils vont forcer lors de leurs questions. Alors quand on est engagé en politique, des fois on a un peu une mauvaise vision de ces journalistes-là qui vont tirer les verres du nez des personnalités politiques, mais mine de rien, c'est ce que les gens attendent, d'avoir l'information et pas d'avoir quelqu'un qui nous fait de la langue de bois, qui noie le poisson et qui va faire des phrases de 36 longueurs pour au final ne rien dire. C'est vraiment la transparence et dire les choses que les gens attendent. Et si on n'a rien à dire, autant ne pas parler, autant s'effacer et ça marchera toujours mieux. Le problème étant que je ne suis pas convaincue qu'à l'heure des réseaux sociaux, puisque c'était aussi le sujet du jour, les gens soient prêts à ça. Parce qu'en fait, quand on regarde, ce qui marche bien, c'est les discours populistes. Et les discours simples, ce sont ceux-là qui sont le plus répercutés. Et ceux-là, ils sont souvent ceux des extrêmes. Encore une fois, c'est parce qu'on n'a plus d'art du débat et on a un appauvrissement de la pensée intellectuelle. Donc, est-ce que nous, on a envie de défendre ça parce que pour moi, l'état de droit, c'est un état de liberté d'expression, et où il faut comprendre les choses, et il faut les expliquer, et que je préfère moi, en responsabilité, qu'on me dise la vérité des choses pour les comprendre et pour pouvoir voter de la bonne manière, en tout cas pour moi. Sauf qu'aujourd'hui, les messages et les relais, c'est des discours assez simples sur la peur de l'autre, sur la crise, sur les dangers, et je ne crois pas qu'aujourd'hui ça aide vraiment, encore une fois, à la démocratie. Je rejoins Christelle, c'est un peu mon côté optimiste et idéaliste de dire qu'effectivement la transparence, la justesse, la nuance, c'est ce qui marche le mieux. Je pense que ça marche. Maintenant, effectivement, Christelle a raison, il y a une certaine partie de la population sur qui le discours simple, le côté tribun, le côté bon colère, communicant. en fait. La peur et la colère, en fait. C'est là où on joue jouer beaucoup sur les émotions. Et effectivement, il y a une partie de la population qui est vraiment sensible à cet aspect-là, au fait d'être bon à l'oral, d'être simple dans ses phrases, mais d'aller sur finalement de l'émotionnel. Donc, soit effectivement de la colère, soit d'aller sur de l'empathie directe. Et effectivement, c'est peut-être quelque chose qui nous enlève la nuance et qui nous éloigne un petit peu de la justesse et de l'impact que ça peut avoir. Alors, on va passer à la prochaine question. Vous l'avez déjà un peu évoqué. Il est ici question de sincérité. Et donc, ma question, c'est pourquoi la sincérité perçue est-elle devenue une qualité essentielle ? Et vous venez de l'évoquer. Au final, est-ce que ça fonctionne réellement, la sincérité ? Ou est-ce que vous n'allez peut-être, vous, les politiques, ne vont-ils peut-être pas assez loin dans cette sincérité ? Comment on pourrait l'exploiter, au final, pour en faire une réelle arme ? Alors, moi, je voudrais tout de suite, avant qu'ils répondent, en fait, il y a un biais dans la question, dans la manière dont vous la posez. Parce que, en fait, est-ce que la sincérité, on parle perçue ou réelle, en fait ? Parce que, en fait, la sincérité est une qualité, devrait être une qualité essentielle. Donc, est-ce que c'est un jeu et est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? Je vois ce que vous voulez dire. Alors là, je pense qu'on va plus être sur la perception, puisqu'en politique, est-ce qu'on peut réellement dire que la sincérité soit une réalité qu'on peut prouver ? Pas réellement. Donc on est vraiment sur une perception de cette sincérité, comment on peut traduire cette sincérité, comment on peut la montrer, la marquer, et est-ce que c'est ce qui est fait dans les mouvements que vous évoquez qui ont très bien fonctionné ? Est-ce que ce « je ne sais pas » est une forme de sincérité que d'autres partis, que la droite, pourraient exploiter ? Je vais donner un exemple, parce qu'effectivement, il y a un vrai biais, il y a une vraie notion dans l'aspect sincérité perçue, parce que quand on voit par exemple une personnalité politique qui, lors d'une manifestation, va chercher la caméra du regard, et dès qu'il va la voir, hop, va se mettre en marche tout de suite, va avoir 1, 2, 3 larmes qui va couler en enlaçant une personne. Si on ne voit pas le début de l'action, si on ne voit pas que d'abord il a cherché la caméra de l'œil, qu'il a cherché ce moment de caméra, on peut se dire que c'est sincère. On peut croire aux larmes des uns et des autres.
Et finalement, quand on voit l'ensemble du truc, on peut se demander si la sincérité, effectivement, elle était que perçue sur la fin ou est-ce qu'elle était réelle. Donc oui, il y a une vraie question là-dessus. Maintenant, ça marche. Malheureusement, même quand elle n'est que perçue et pas réelle, il y a bien trop de personnes qui y croient. Et en même temps, on peut le comprendre quand on n'est pas là-dedans, quand même s'il y a une défiance des personnalités politiques, il y a certaines personnes qui veulent y croire, notamment parce que c'est leur tribun, parce que c'est leur personnalité politique qu'ils suivent, pour laquelle ils sont engagés. Et donc, du coup, ils ont envie de croire en cette sincérité, même si elle n'est pas forcément réelle. Et à contrario, quand cela vient d'une personnalité qu'on ne suit pas, qu'on n'apprécie pas de base, eh bien, effectivement, cette sincérité, on va peut-être percevoir plus facilement si elle est réelle ou pas. Donc c'est effectivement une question qui est assez complexe, savoir si elle n'est que perçue au réel. Maintenant, oui, c'est une vraie arme de savoir réussir à convaincre à tout instant qu'on est dans la vraie émotion, dans le vrai discours. Pour autant, il faut réussir à analyser les choses. Ouais, je ne suis pas très à l'aise, j'avoue, avec cette question. Je pense que ce que j'attends d'un homme politique, c'est qu'il soit sincère dans son engagement, par exemple, dans la vie publique. Après, ce que j'attends de lui, c'est pas forcément justement qu'il soit dans une émotion particulière, mais dans une vérité de situation et une efficacité en fait de la politique et des actions. Et ça, normalement, on est capable à un moment donné, avec des chiffres, avec de la mesure, de montrer des résultats ou de dire oui, là il y en a pas et d'expliquer pourquoi et d'avoir ce souci de transparence par rapport à la situation. Maintenant, s'il faut faire des choses pour qu'elles soient perçues, on a dit tout à l'heure que c'était de la manipulation finalement que d'être dans l'émotion et de dire oui, ça me touche. Et à force d'être un peu dans le fake, je pense que ça a participé à ce fossé et à cette défiance qu'on a vis-à-vis du politique. Donc oui, il y a une vraie sincérité. Je pense qu'il y a des gens qui ne le sont plus parce que pour plein de questions et de structuration de la politique, il y a des gens qui sont devenus des professionnels de la politique et ils ont un petit peu perdu la flamme vraiment de l'action publique. Il y en a d'autres qui l'ont vraiment et encore, je pense que justement, ils l'ont beaucoup plus à l'échelle de maire qu'à l'échelle de député ou de ministre. Mais après, je pense que c'est des propos, et ça ne devrait pas être du perçu, ça devrait être du réel, d'être en capacité d'aller devant les Français et les citoyens pour vraiment rendre des comptes sur l'action et ce pourquoi ils ont été élus, voilà, sans être tout le temps ils éludent. Alors, vous faites écho avec ma seconde question, qui va donc être quel format ou langage favorise une connexion directe avec les citoyens. Vous l'avez évoqué, ce que vous voulez, en fait, c'est vraiment des personnes qui sont investies, qui sont réactives et qui sont dans le direct. Je ne sais pas si Erwan a quelques actions à nous donner. Oui, je pense que, après ce que disait Christelle sur effectivement la défiance de la population envers les personnalités politiques et que la population se sent plus proche de son maire que de son député, que de certains ministres, etc. En fait, il n'y a rien de sorcier, c'est effectivement être au contact avec les gens. On voit beaucoup plus souvent notre maire, nos élus locaux, que des ministres, que le député, etc. Et donc, de facto, on va avoir une proximité qui est différente. Et donc, on va avoir une meilleure connexion avec. Maintenant, tous les élus locaux ne sont pas forcément très très bons non plus. Tous sont critiquables forcément, mais je pense que la connexion directe, la connexion la plus directe, c'est celle physique avec ses concitoyens. C'est le fait d'aller à la rencontre des gens, que ce soit sur le marché, que ce soit lors d'événements, que ce soit lors du match de foot de l'équipe Fagnon sur la commune, que ce soit lors du café qui est organisé ou lors du don du sang, etc. C'est vraiment ces actions très simples où on va aller proche des gens, on va aller au café du coin, discuter avec les uns et les autres, prendre la température. Et voilà, je pense qu'il y a plusieurs méthodes. Il y a le fait d'aller directement vers eux, il y a aussi le fait de les faire venir vers soi, d'organiser des moments de concertation. On y était encore, nous, à Gouesnou, hier soir, avec les commerçants sur un projet de phasage qu'on a sur la commune. Mais effectivement, on avait, et c'est ce que disait d'ailleurs Stéphane Rodot en préambule de notre réunion de concertation hier soir, c'est quelque chose qui se faisait beaucoup moins avant, la concertation.
on considérait qu'on avait des personnes parmi les élus qui savaient un petit peu les orientations qu'il fallait donner et qu'on a des personnes qui sont techniciennes dans les services et qui savent comment faire marcher les choses, comment les faire avancer. Maintenant, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup plus, d'aller vraiment demander leur avis à la population, d'organiser ce genre de moments de concertation. On va les faire venir, leur poser des questions assez générales, leur demander qu'est-ce qu'ils voudraient mettre en place, comment ils voudraient que les choses s'organisent. Et c'est là où ça va être des choses assez simples, mais on crée un verger, on crée une esplanade de nature, mais on va aller leur demander qu'est-ce qu'ils veulent mettre dans cet espace-là. On a pris la décision effectivement qu'il fallait aménager un endroit, mais voilà, on va leur demander comment ils voudraient qu'on aménage cet endroit-là. Et je pense qu'il n'y a pas de meilleure manière que de demander aux gens, que d'aller vers eux et que de leur poser des questions pour renouer ce lien et pour créer cette confiance. Ouais, je crois, ça dépend aussi de quel échelon on parle, mais en proximité, mais on le voit dans le secteur du dating. Aujourd'hui, on parle de dating fatigue. Les gens sont fatigués du numérique. Ils demandent des vraies rencontres dans la vie réelle. Je pense qu'on est à un point de rupture aussi par rapport au numérique, où on voit aussi les dégâts que ça peut faire en termes d'influence. Et je pense qu'effectivement, la proximité, la rencontre avec les gens, aujourd'hui, c'est ce qui favorise la connexion, tout comme les démarches participatives. Les gens, ils n'ont plus envie d'avoir quelque chose qui soit complètement tout le temps descendant. En fait, ils ont des bonnes idées, ils ont envie de le dire, ils ont envie d'avoir des espaces d'expression. On le voit avec le projet Montbrest, qu'on mène depuis 2 ans là, sur vraiment un audit, une écoute du territoire et un diagnostic du territoire. Beaucoup de gens sont passés nous voir, ils ont forcément des avis, puisque tout est politique, que ce soit les transports, la mobilité, l'accès à la santé, la crèche, tous ces sujets-là les concernent. Ils ont forcément des problèmes ou des idées pour les améliorer. Et donc, il faut des espaces d'écoute, mais réels. Encore une fois, il ne s'agit pas de faire du factice en disant on va organiser une réunion, mais en fait, on se fout des réponses parce qu'on sait déjà comment on va faire. Donc ça, c'est un petit peu plus dur. Il faut changer la manière de faire. Mais oui, je pense que le terrain et la rencontre, et puis d'autres tomes de médias, mais sortir du tout numérique, ouais. Eh ben, je vais prendre la suite de cet échange, si vous le permettez. Du coup, avec moi, on va parler segmentation des publics et communication générationnelle. Donc aujourd'hui, est-ce que vous trouvez, en tout cas, comment les messages sont-ils adaptés selon les générations, les milieux sociaux ou les territoires dans notre politique aujourd'hui, comparé par exemple à une politique d'il y a 20 ou 30 ans? Est-ce que vous avez quelque chose à dire sur comment aujourd'hui on adapte des messages selon le public qu'on a en face de soi, ou selon l'endroit en tout cas, ou le milieu social à qui on s'adresse? Alors tous les politiques le font depuis tout le temps, hein. Quand on prépare une élection, on a les stats de vote par quartier, donc on regarde la démographie, les catégories socio-professionnelles et ce qui se passe dans telle et telle zone, parce que une personne qui habite en centre-ville ou dans un quartier prioritaire n'a pas forcément du tout les mêmes attentes, les mêmes questions, il ne va pas être sensible aux mêmes arguments, et le jour où il va aller faire du tractage et du terrain, il va forcément s'adapter, puisqu'il faut les intéresser au sujet, donc il faut s'intéresser à eux, en fait, à leur réalité, donc il ne faut pas complètement être hors sol. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est que oui, on ne parle pas sans doute aux seniors sur TikTok, on parle beaucoup, peut-être en termes de réseaux sociaux, ils sont encore restés un peu peut-être sur Facebook, mais là où peut-être que nous, on est un peu moins avancé que dans d'autres pays, on l'a vu les dernières élections de Trump sur un ciblage extrêmement fin, puisqu'ils sont capables d'aller organiser des émissions de télé spécifiques à l'échelle même pas d'un État, mais d'un canton, pour aller vraiment porter des messages sur, par exemple, le port des armes ou les actions anti-IVG. Donc nous, on n'est peut-être encore pas dans cette granularité-là en France, parce qu'on n'a pas autant de chaînes, on n'a pas autant de moyens, peut-être on maîtrise moins l'IA ou j'en sais rien, l'influence, mais elle se fait forcément, et encore, c'est pas forcément quelque chose de négatif, puisque l'idée, c'est bien encore une fois d'aller se rendre compte de la réalité des gens et de leur parler de ce qui les intéresse, de ce qui les touche et de ce dont ils ont besoin. Et donc, c'est pas forcément de la manipulation ou de vouloir s'adapter le discours et dans les sujets par rapport aux gens qu'on rencontre. Oui, je pense qu'effectivement, il y a 2 choses. Il peut y avoir un aspect très positif, comme l'a dit Christelle, c'est pour beaucoup, effectivement, on s'adapte à ce que vivent les personnes. C'est-à-dire que quand on fait une campagne, effectivement,
des personnes qui vivent, par exemple, ici à Brest, à Bellevue, n'ont pas exactement le même quotidien que quelqu'un qui vit à Saint-Marc. Et ça, c'est normal, ils ne vont pas avoir forcément les mêmes problématiques. Quand on va voir une association de sport, on ne va pas lui parler des mêmes sujets que lorsqu'on va voir une association de culture. Même s'il y a des points communs, forcément, on va adapter finalement les sujets, les discours, etc. Maintenant, il faut faire la nuance entre lorsqu'on adapte nos sujets de discussion parce que c'est les sujets du quotidien de la personne et quand on va adapter notre discours pour plaire aux gens. Et c'est là où effectivement il y a déjà eu des polémiques et effectivement des personnes qui modifiaient leur discours, qui modifiaient leur point de vue suivant les personnes qu'elles avaient en face d'elles. Et là, on tombe sur le mauvais côté de la chose. Mais par contre, effectivement, changer les sujets, les thématiques en fonction de qui on va rencontrer, ça me paraît primordial. Maintenant, quand on fait ça, il ne faut pas non plus tomber dans le surdata, à voir que dans certains quartiers, ça vote en faveur de telle personne et donc du coup on va y aller, et dans d'autres quartiers, ça vote pas en sa faveur, donc on ne va pas y aller. Je pense que même si on doit adapter les thématiques pour que ça intéresse les gens, parce que c'est vraiment ça, les gens se désintéressent notamment de la politique nationale, notamment de certaines politiques assez larges, mais il faut peut-être aussi qu'on leur parle de sujets qui les intéressent. Maintenant, je pense que quand on fait ça, le risque, c'est du coup de privilégier les uns à contrario d'autres, certains quartiers à contrario d'autres, alors que selon moi, même si on adapte nos discours, même si on adapte les sujets, les thématiques, etc., il faut toujours prendre le temps d'aller voir tout le monde. Ça me paraît nécessaire, même s'il y a des personnes ou des quartiers où on sait qu'ils ne sont pas forcément en notre faveur de base, bah en fait, potentiellement, si on allait les voir, peut-être qu'ils seraient en notre faveur, d'une part, parce que peut-être que juste personne n'est allé les voir aussi, et peut-être que ça va nous nourrir aussi de certaines personnes qui vont accepter de discuter, de nous dire pourquoi elles ne sont pas en notre faveur, pourquoi elles ne croient pas la même chose que nous. Et en fait, ça nous nourrit aussi autant dans nos mandats que dans nos réflexions, que dans la manière dont on va appréhender les choses. Parce que si on ne va voir que les personnes qui nous apprécient et qui pensent comme nous, bon, bah, on ne grandit pas forcément. Après, la question, la réponse est oui, si on regarde les personnalités à l'échelle nationale, si vous prenez, si vous les regardez, encore une fois, je ne vais pas leur faire de la pub, mais les extrêmes sont très forts pour ça. Forcément, si tu vas au journal de 20h, tu es bien habillé, tu as ta cravate, parce que sinon, il y a Madame Michu, elle va écrire en disant mais comment ça se fait qu'il n'avait pas sa cravate. Par contre, si tu fais un live sur TikTok, non, tu vas être pas de la chemise ouverte, les manches retroussées. Tout fait partie du storytelling et de l'adaptation, en fait, même de la communication non verbale par rapport. Voilà, le média et le médium, c'est vous qui faites des écoles de com, non? Vous devez savoir ça. Et donc, oui, forcément, on s'adapte. Le langage, le niveau de vocabulaire, voilà, les exemples, les sujets, la manière dont on s'habille, la manière dont on se comporte. Voilà, évidemment que tout ça est adapté à chaque canal et à chaque population, en tout cas de segment qu'on vise via ces canaux. Ok, très bien. Pour la prochaine question, est-ce que vous pensez que les campagnes ciblées sont efficaces en communication politique? On en parlait un tout petit peu tout à l'heure. Par exemple, je pense à Jordan Bardella avec son TikTok. On sait qu'il y a eu une grosse influence, en tout cas, sur le taux de vote auprès des jeunes. Et par exemple, on en parlait avec Donald Trump et son fils Baron, qui ont pu lancer des campagnes avec Kai Cenat, un des plus grands streamers du monde. Et donc, on sait qu'il y a eu une réelle influence, en tout cas des jeunes, par ce biais. Qu'est-ce que vous pensez du coup des campagnes ciblées? Est-ce que vous trouvez ça efficace actuellement? Alors évidemment que c'est efficace. Le problème, c'est est-ce que ça sert la démocratie? Et aujourd'hui, pour moi, la réponse est non, puisque en fait, derrière souvent ces réseaux-là, les manipulations sont énormes. Enfin, l'influence du fait que, si on regarde aux États-Unis, je crois que c'est plus de 3 milliards de requêtes qui ont été envoyées via X par Elon Musk pour soutenir son candidat. On ne peut pas lutter. Enfin, je veux dire, quand on est bombardé toute la journée par ce type de messages, au fur et à mesure, ce n'est plus des messages, ça devient une vérité. Donc,
Et là encore, c'est si l'idée maintenant c'est que le meilleur pour la démocratie, c'est le meilleur communicant, la personne qui maîtrise les mieux les réseaux sociaux, ça a quelque chose d'effrayant. Je préférerais qu'aujourd'hui, on mette un peu plus de valeur sur la manière dont les gens peuvent penser, les habiter, enfin, voilà, de les aider à penser, de construire un esprit critique et de lire et de confronter les sources. Donc, bien sûr que c'est efficace en termes d'audience, en termes de toucher une cible particulière, en termes de faire passer des messages. Est-ce que ça sert à la démocratie ? Je ne crois pas. Très bien. Alors, on n'a plus beaucoup de temps. Est-ce que Erwan, tu veux peut-être rebondir rapidement dessus ou... Non, je plus parfaitement. Je suis totalement d'accord à 100% avec ce qu'elle vient de dire. Ok, très bien. Et du coup, pour ma dernière question, on parle beaucoup des États-Unis, donc on a parlé de Donald Trump, par exemple avec Elon Musk ou Kai Cenat. Est-ce que vous trouvez qu'il y a un grand rôle aujourd'hui pour des personnalités issues du web ou par exemple des stars dans le débat politique? Donc on trouve énormément, enfin en tout cas aux États-Unis, en France un petit peu moins. Est-ce que vous trouvez qu'il y a un réel intérêt en France d'apporter un peu ce côté numérique du web ou des stars, en tout cas à intégrer la politique pour influencer des personnes ou un milieu dans le vote? Alors non. Je veux dire, quand on me dit que le prochain Premier ministre aux États-Unis, enfin non, pardon, en Angleterre, voilà, c'est un influenceur, il a 10 millions. Enfin, quand je regarde la pauvreté de son discours, je me dis mais non, encore une fois, c'est pas ça la démocratie, c'est pas ça l'état de droit. Donc que les acteurs fassent des films, que les chanteurs fassent des concerts, et que les politiques continuent à faire de la politique, mais surtout que les gens s'intéressent un petit peu plus à tout ça et un peu plus d'esprit critique, s'il vous plaît. Oui, je pense qu'il y a deux choses, que des personnalités du web s'engagent en politique. Effectivement, j'ai plutôt le même avis que Christelle. Ça ne donne pas plus de crédibilité à la politique, ça ne rend pas les choses plus faciles, ni être une avancée pour la démocratie. Maintenant, qu'il y ait des personnalités qui donnent leur avis juste ou qui poussent les gens à aller voter, ça, oui, effectivement, je pense que on a intérêt à ce que les personnes qui ont une influence sur la population potentiellement juste fassent connaître certaines choses. On a vu certains influenceurs qui, notamment, ont parlé pendant un temps du dispositif Angela, qui peuvent parler de d'autres dispositifs ou qui juste appellent les jeunes à aller voter, à se déplacer dans les urnes. Et là, effectivement, c'est un effet qui est plutôt positif selon moi. Maintenant, qu'elles s'engagent et qu'elles deviennent des personnalités politiques, c'est avec parcimonie, j'ai envie de dire, qu'il y en ait une qui le fasse parce qu'effectivement, ça la passionne, qu'elle s'est rendue compte que l'engagement, c'est quelque chose qui lui plaît, etc. Je peux le comprendre. Maintenant qu'on en fasse quelque chose de nécessaire et qu'on en fasse un outil vraiment pour aller acheter les gens et les chercher comme ça, non, là, je considère qu'effectivement, c'est un vrai effet néfaste pour la démocratie. Et la politique n'est pas un business. Il ne faut pas se tromper non plus de pourquoi on veut faire de la politique. Si c'est pour avoir un maximum de followers, on se trompe de combat. Et si je veux redonner peut-être juste un dernier exemple par rapport au sujet que je porte, moi, sur le domaine de l'intime, on a énormément de comptes féministes ou autres qui font de l'éducation à la sexualité, qui sont complètement censurés et qui sont shadowban. Mais par contre, vous pouvez avoir un Thibaut InShape qui va faire une émission avec des millions et des millions de followers où on va le laisser dire que finalement, le consentement, quand on est en couple, c'est quand même bien que la personne en face, elle dise oui tout le temps, parce que bon, elle est quand même un peu là pour ça. En fait, c'est juste, ça fait des dégâts, sauf que ces propos-là ont beaucoup plus en fait d'audience et de répercussions que les gens qui disent non, attention, non, même en couple, attention, le consentement est quelque chose qui est au cœur de la relation, c'est un fondamental. Et pour le politique, c'est exactement pareil. Comme aujourd'hui, on est dans le buzz, on est dans la petite phrase, on est dans l'audience, on donne toujours plus de priorité aux discours, voilà, qui vont faire des étincelles, qui sont extrêmes pour faire réagir encore une fois dans l'émotion, plutôt qu'à la construction d'idées vraiment, voilà, intéressantes. Donc attention, encore une fois, ne trompons pas de sujet. En une phrase, effectivement, la politique, c'est ni un business, c'est ni un jeu. On parle de la vie des gens, de leur quotidien, et quand une décision est prise, quand une parole est donnée, c'est finalement le quotidien de milliers, voire de millions de personnes qui est en jeu. Donc c'est ni un business, ni un jeu, c'est très important, et la démocratie, il faut qu'on en prenne soin. Ok, du coup, pour aller un petit peu plus loin et pour clôturer cette conférence,
Est-ce que du coup, avec la montée des influenceurs politiques, vous pensez que c'est des relais, des critiques ou de nouveaux acteurs politiques ou les trois en même temps? Je pense notamment peut-être pour commencer avec Hugo Décrypte ou avec Guillaume Play, qui ont des podcasts qui sont assez écoutés quand même, qui ont une très grande audience. Il fait de l'actualité, il fait pas de la politique. Oui, exactement. C'est différent. Et justement, c'est pour ça que la montée des influenceurs aussi, qui deviennent des relais pour ça, donne de la vision aussi et des audiences à des influenceurs qui sont un peu plus politiques ou à des personnalités qui sont beaucoup plus politiques. Est-ce que vous trouvez que justement c'est des relais, des critiques ou que ça amène de nouveaux acteurs politiques sur le devant de la scène? Quand ils essayent de faire du journalisme, comme Hugo Décrypte ou Guillaume Play, effectivement, ça a un bon impact. Je suis plutôt pour quand ils font de leur mieux pour être neutre, pour relayer de l'information, effectivement. Maintenant, quand ils veulent devenir des acteurs politiques, exceptionnellement, je peux comprendre qu'il y en ait certains à qui ça pourrait donner des envies, mais de manière exceptionnelle parce que voilà, c'est un chemin de pensée personnel. Maintenant, pour la plupart, sinon, lorsque ça devient des acteurs politiques, je ne suis pas forcément pour, effectivement. Je suis d'accord. Hein. Oui, à des Hugo Décrypte, oui, au débunkage, oui, au fait d'expliquer, de faire plus de pédagogie, d'expliquer aux gens voilà, pourquoi ils doivent aller voter, pourquoi ça les concerne, de leur donner des clés de compréhension que nos politiques ne savent peut-être pas donner par des discours qui ne sont pas suffisamment intelligibles. Donc ça, oui, de l'influence après politique. Mon message, ce sera encore une fois de dire aux gens attention, ou de bien prendre en compte d'où les gens parlent et pourquoi parlent. Derrière, il y a toujours souvent des histoires d'intérêt personnel, de lobbying, d'autres. Donc, c'est de garder l'esprit critique. Voilà. Donc, apprenons à de nouveau avoir un esprit critique et à nous forger notre propre opinion. Quand on se laisse trop influencer par les réseaux sociaux, on n'a plus d'opinion. On devient assez binaire, je pense, et ça nous manque en fait. Donc c'est aussi intéressant de varier les sources et de lire un peu d'autres choses. Voilà, en tout cas, l'esprit critique. Autre chose? Non, je n'aurais rien de plus à rajouter. Je pense qu'effectivement, on a fait le tour là-dessus. C'est ça. Et merci beaucoup pour ces belles paroles. On va clôturer du coup cette conférence. Merci beaucoup pour votre présence et puis bonne journée à vous. Merci. Merci beaucoup.